Salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika, on se retrouve pour la causerie. La causerie c'est quoi? C'est le petit moment sur le 11 lyonnais au cours duquel on parle de l'actu de l'OL, l'avant-match, le match, on parle aussi de l'actu en général. Et là pour le coup on est servi, on est gâté parce que entre le match contre Lens de demain qui est extrêmement important parce qu'il faut gagner, il n'y a pas d'autre solution si on veut espérer le top 4 d'ici la fin de saison, et en plus le renvoi qui devrait être logiquement officialisé d'ici quelques heures, quelques jours de Laurent Prudhomme, il y a beaucoup à dire sur l'actu du club et tout ça on va l'évoquer ensemble au cours d'un petit format, environ une dizaine de minutes, pas plus, promis, je vais me tenir à ce format-là. Et tout ça, on pourra donc en reparler ensemble en détail. Avant de commencer, les gones, pensez au petit pouce qui fait toujours très plaisir. Pensez aussi à commenter, à me dire vos différents points de vue sur le match de demain contre Lens. Quelle sera pour vous la clé du match? Dites-moi aussi votre point de vue sur l'actu autour du club, Laurent Prudhomme. Est-ce que son renvoi potentiel vous paraît justifié, oui ou non? Bref, dites-moi tout en commentaire. Enfin, pensez aussi, si vous aimez le contenu, à vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer. Merci beaucoup par avance, les amis. Allez, c'est parti, on commence donc par ce match de demain qui est tellement important, ce match contre Lens qui vaut cher parce que les résultats du week-end ne plaident pas pour l'OL, entre Nice qui bat Reims, Strasbourg qui bat, alors c'était un petit peu prévisible, et qui bat le PSG à domicile 2-1, avec un Paris Saint-Germain largement remanié en vue du match contre Arsenal en Ligue des Champions. Donc oui, demain, l'OL doit impérativement gagner, match extrêmement important. Je pense même, je l'ai dit sur Twitter et sur YouTube dans l'espace commentaire, je pense que l'OL doit maintenant faire un 3 sur 3, donc 9 points sur 9. On n'a plus le choix. C'était l'un de mes scénarios possibles dans la vidéo d'il y a maintenant quelques jours. J'avais dit qu'il y avait trois hypothèses. Une hypothèse plutôt pessimiste, une hypothèse plutôt optimiste, et une hypothèse réaliste. Et dans l'optique où l'OL voulait être assurément en LDC à 100%, il fallait d'une part prendre 9 points sur 9, ça c'est pour moi une condition qui est sine qua non, et il fallait en plus, je l'avais dit en vidéo, cartonner Lens et cartonner si possible le SCO d'Angers à la maison pour clôturer la saison. On y est. Alors au classement, que vaut le Racing Club de Lens? Actuellement 8e avec 45 points, à 9 points de l'OL qui a 54 points à l'heure où on se parle. Je dirais que Lens, sa saison, ça fait maintenant un bout de temps qu'elle est terminée, avec un mercato hivernal qui les a fracassés. Pour un petit peu remettre le contexte du RCL, c'est une équipe qui, on le sait maintenant, il y a 2-3 ans, a fait une saison en Ligue 1 qui était de très grande qualité, dauphin du PSG, avec une équipe qui était très fraîche, que j'aimais beaucoup, avec Openda, Fofana, Brice Samba, Danso, bref, beaucoup de très bons joueurs, Frankowski, que j'ai failli oublier aussi, des joueurs qui avaient créé un projet sous Franck Hez, et moi j'aimais beaucoup. Et pour tout vous dire les amis, j'ai, pour le Racing Club de Lens, un regard assez tendre, attendri pour être plus précis, parce que dans ma famille, j'ai beaucoup de proches qui aiment ce club. Mon père l'aime beaucoup, mes oncles aussi. Donc forcément, je regarde Lens tous les week-ends, je vois leurs matchs, parfois je vais au stade aussi, et je sais ce qui cloche, ce qui est bien ou moins bien chez eux. Et là, en l'occurrence, il faut le dire, entre le mercato d'il y a maintenant 2 ans, durant l'été, où ils voient partir leur cadre, les joueurs forts que j'évoquais juste avant, et là, durant l'hiver, où ils ont vécu encore une fois une saignée terrible. Je rappelle les noms qui sont partis: Danso, Tottenham, Kuzanov à City, ou encore Frankowski à Galatasaray. Beaucoup de super joueurs dans le groupe lensois, à l'échelle de la Ligue 1, qui sont partis, et forcément, quand tu perds autant d'éléments qui sont tellement importants pour un club comme Lens, le niveau diminue, et d'un point de vue qualitatif, tu recules d'un, voire 2 crans. Voilà, donc c'est pas étonnant de voir Lens patiner un petit peu en Ligue 1, avec 13 victoires quand même, c'est pas non plus rien, 6 nuls, 12 défaites, un bilan relativement équilibré, et en termes de stats avancées, donc de stats plus affinées, on peut le dire comme ça, Lens, c'est la 12e attaque de Ligue 1, avec seulement, pour être très précis, 35 buts inscrits. Donc Lens, 12e attaque de Ligue 1, mais inversement, c'est la 4e défense de Ligue 1. Maintenant, en termes de jeu, que vaut ce Racing Club de Lens? Alors, sous Will Steele, on a un petit peu un prolongement, une continuité de ce que faisait à l'époque Franck Hez. Alors même s'il a un petit peu tâtonné, il faut le dire aussi, on a vu durant quelques matchs, notamment au début de saison, un Lens en 4-2-3-1, et à l'époque, j'en ai un bon souvenir, on voyait beaucoup Medina dans un rôle sans ballon, dans le 4-2-3-1, Medina comme latéral gauche, mais avec ballon, il devenait quasiment un numéro 6 bis qui venait épauler
Devant lui, eh bien, soit El Ainaoui, Thomasson ou qui vous voulez. Et ce 4-2-3-1, eh bien, il a vécu. Will Steele est revenu dessus et retour au 3-4-2-1, le 3-4-3 selon comment on l'envisage, 3-4-3, 3-4-2-1, peu importe. Ce 3-4-2-1 qui était la marque de fabrique estampillée francaise et qui depuis maintenant quelques mois est revenu, a été remis en place par Will Steele. Beaucoup d'intensité, de course, de mouvement, beaucoup d'efforts et de générosité, mais il y a un énorme mais, comme je vous l'ai dit en préambule, quand tu perds en l'espace de 2 ans Fofana, Samba, Openda, quand tu perds Danso, Kuzanov, Frankowski, tôt ou tard tu payes l'addition. Tôt ou tard, tu payes l'addition. Et là, en fait, même s'il lance, on sait comment il joue. J'en parlerai après rapidement. C'est maintenant vu, revu, archivu. On sait comment il joue. Mais dans le foot de maintenant, la structure tactique, c'est bien. L'animation, c'est bien aussi. Mais le foot reste avant tout un sport où le joueur est protagoniste. Et ça reste une question de rapport au ballon. De rapport au ballon, j'insiste là-dessus. Et dans ce lance-là, malheureusement, je pense qu'il manque trop de qualité technique pour, dans l'ultime tiers du terrain, faire mal et être décisif. Et en termes de stats, c'est très clair, une équipe qui marque peu, trop peu, tenez-vous bien, Lens en termes d'expected goals qu'ils auraient dû donc inscrire, c'est 54,53. Et ils n'ont marqué que 35 buts, donc grosso modo, un différentiel de -20. Lens aurait dû marquer 20 buts de plus que ce qu'il n'a mis en Ligue 1. Parce que oui, devant, eh bien, il y a un manque de talent qui est criant. Ça, c'est pour moi un point qui est dans l'analyse qui est évident. Mbala Zola, qui est un joueur de pivot très costaud, puissant, un petit peu une version light de Lukaku, gaucher, puissant, fort de haut jeu, mais techniquement tellement rustre, tellement compliqué pour lui. Koyalipou, qui est arrivé durant le mercato hivernal, bon joueur de foot, bon buteur, mais qui doit encore s'aguerrir à la Ligue 1, comprendre ce que le foot français exige, mais vraiment un bon finisseur pour le coup. Il y a des gestes d'instinct de tueur de numéro 9 qui ne trompe pas, on sent qu'il a en lui le côté j'ai un ballon et sur une extension, un petit bout du pied, reprise de volée, il peut planter. Donc attention à Koyalipou, demain il faudra le surveiller, mais voilà, offensivement, il y a un manque de talent, et dans le cœur du jeu, il y a aussi pour moi un manque de talent qui est criant. Ils n'arrivent pas, en fait, ils font quasiment tout bien, je dirais, à peu de choses près, dans le tiers numéro 1, tiers numéro 2. Défensivement, c'est pas trop mal, même si en transition, attention, ça pose question aussi. Dans le cœur du jeu, c'est correct, mais il manque ce côté créatif qu'ils n'ont pas. Qu'ils n'ont plus, on le sait, Lens sous Francaise, c'était beaucoup de volonté, de dynamisme, de course, d'effort, de projection, de volume de jeu. Ça, ils l'ont encore, mais un petit peu moins, mais ils ont perdu le côté impactant, décisif. Une charnière à 3 qui devrait être logiquement Gradit, qui est plus dans le dur en ce moment, c'est plus compliqué pour lui. Dans l'axe, on retrouve un certain Joumaba, que j'aime beaucoup, jeune défenseur de la Sierra Leone de 19 ans. Petit focus sur lui, parce qu'il n'est pas très connu en Ligue 1. Moi, je l'aime beaucoup. C'est un joueur qui est très puissant, fort dans le 1 contre 1, gros gabarit, grosse puissance physique, à la relance plutôt à l'aise, du droit, du gauche, il a un pied relativement sûr. C'est vraiment, les amis, c'est un très bon profil de central. Et lui, je lui prédis une trajectoire de grande qualité, et je ne serais pas surpris que d'ici peut-être 3-4 ans, on le voit dans un club ambitieux de Bundesliga d'Angleterre qui veut jouer l'Europe quasiment chaque année. Il a un très bon profil, très puissant. Maintenant, il a aussi quelques petites lacunes, évidemment, il n'a que 19 ans. Tactiquement, il y a des points qui posent question. Et contre Auxerre, je l'ai vu en grande difficulté dans le dos, parce qu'il faut gérer dans son dos l'espace qui est compliqué pour lui. Et je trouve qu'il a quelques points tactiques qui font défaut, mais le talent est là. La dimension brute de Joumaba, elle est là. C'est un vrai bon prospect. Et je crois que lui, vraiment, il va marquer dans quelques temps. Le foot au niveau européen, c'est sûr, il a vraiment un très bon profil. Pour ceux qui aiment bien la Ligue 1 d'avant, il y a maintenant 25-20 ans, la Ligue 1 de papa de l'époque, il a un petit côté Koulibaly qui a joué à la JOCR et aussi au RC Lens. Il a aussi un petit côté de l'homonyme Koulibaly qui a joué à Naples, au Napoli ou à Chelsea, maintenant qui est en Arabie Saoudite. Voilà, c'est ce profil de joueur-là, très costaud, puissant, mais en même temps bon relanceur qui peut faire mal sur le duel le 1 contre 1, son énorme point fort. Axe gauche, dans le 3-4-2-1, on aura Medina qui est l'un des... Moi, c'est un des joueurs défensifs que j'aime le plus en Ligue 1. Un vrai bon pied gauche, sous pression, qui ne craint pas en fait d'être pressé, parce qu'il a une qualité de pied qui peut trouver un décalage sur du jeu court, jeu long. C'est lui qui en fait initie bien souvent la première relance côté lensois. Et en début de saison, dans le 4-2-3-1 à l'époque de Will Steele, il avait ce rôle quasiment de deuxième numéro 6 avec ballon. C'était vraiment intéressant à voir. Et techniquement, c'est pas un peintre, donc vraiment un bon joueur de foot. 2 joueurs en pivot double qui logiquement seraient Thomasson plus El Ainaoui. Alors El Ainaoui,
super joueur, intelligent, techniquement très fin, beau volume de jeu. Il s'est blessé durant la pré-saison avec Lens. Il aurait dû signer à Monaco. Malheureusement, non, le deal s'est accapoté parce qu'il a été blessé gravement au genou. Il revient bien, joueur très fin techniquement. C'est pour moi la caution technique dans le cœur du jeu côté lensois. Un vrai bon joueur qui lui aussi a un profil vraiment intéressant, Neil Aïlaïnaoui. À ses côtés, Thomasson, comme je vous l'ai dit. Alors lui, pour le coup, j'ai mis les pieds à Bollaert quelques fois cette saison en Ligue 1 et j'ai entendu beaucoup de critiques sur Thomasson, mais c'est pas étonnant parce que sous pression, c'est un de ces joueurs qui perd pied et techniquement n'est pas juste. Et je pense que tous les mots qui sont un petit peu cristallisés par le RC Lens, on les retrouve dans Thomasson. C'est pas un mauvais joueur, plein de volonté, dynamisme de course, mais techniquement, c'est quand même assez moyen pour la Ligue 1. Et je pense que c'est pas au niveau d'un club comme Lens qui devrait en théorie jouer le top 8-9 en Ligue 1, à mon avis. Et devant, donc deux pistons, à gauche, Machado, profil qu'on connaît bien maintenant, qui a 32 ans, l'expérience, qui est à Lens depuis très longtemps, un joueur qui est un bon joueur de foot, bon gaucher, qui prend le couloir côté lensois. À droite, Aguilar, qu'on connaît aussi bien en Ligue 1, Monaco, Montpellier et donc Lens. Deux pistons qui ont une mission très simple, un petit peu comme Rennes d'ailleurs dont j'ai parlé en avant-match la fois d'avant, dans le 3-4-2-1 de Will Steele. Et Machado et Aguilar ont une fonction simple, c'est occuper la largeur et faire mal et venir soulager, combiner, alors soulager en phase défensive les trois derrière et offensivement apporter une contribution pour créer des binômes. En fait, Lens marche par binôme dans le 3-4-2-1, il y a des binômes très clairs. Vous avez à droite Aguilar plus l'offensif de mi-espace droit qui devrait être, je dis bien devrait être logiquement demain soit Agbonifo, soit Diouf. On verra bien. Et à gauche, on a le binôme, la paire, le tandem avec Machado, plus logiquement demi-espace gauche dans le 3-4-2-1, qui devrait être donc Zaroury, joueur qui a coûté à Lens, je crois, 9 ou 10 millions d'euros, qui était prometteur. C'est un bon joueur de foot, hein. Technique, bon rapport au ballon, mais décevant parce que je trouve qu'il n'est pas assez clutch player, pas assez décisif, et je crois que côté lensois, il y a une forme de déception envers Zaroury, mais qui reste un bon joueur de foot. Et devant, le buteur, qui logiquement sera Koyalipou, qui d'ailleurs sur les 4 derniers matchs de Lens a marqué 2 buts, donc attention à lui, il est plutôt en forme. Et lui, alors c'est pas un joueur qui va dézonner, contribuer au jeu, le joueur qui a le sens du but et qui, on le sent, un bon jeu de tête, bonne finition du droit, du gauche. Et je pense que l'an prochain, il devrait jouer un rôle majeur côté Racing Club de Lens. Voilà en gros le 3-4-2-1 de Lens. La clé du match, pour moi, elle est simple encore une fois. Il faut bien gérer l'impact sur les côtés. Ce Racing Club de Lens-là aime bien jouer comme je dis, par tandem, par binôme, avec d'un côté donc Diouf plus Aguilar, à gauche Machado plus Zaroury. Il faut trouver un moyen de les contrer, de les neutraliser. C'est pas en soi très difficile. Et parce qu'en fait, ce Lens-là joue beaucoup, presque exagérément sur les côtés. C'est un jeu de position latérale, mais très peu axial. Ce Lens-là, je trouve, a un manque de qualité assez évident dans le cœur du jeu. Ils n'ont pas, pour faire simple, ces profils qui peuvent, sous pression, espace réduit, où il y a moins de temps pour lever les yeux et s'organiser, ils n'ont pas ces joueurs comme nous, comme Almada, Cherki ou autres, qui peuvent créer l'étincelle sur un geste juste. Ils ne l'ont pas. À la limite, le seul qui pourrait le faire dans ce profil-là, c'est peut-être Zaroury, mais qui n'est pas toujours très consistant dans ses matchs avec Lens. Attention aussi à Diouf qui en projection fait très très mal. Andy Diouf, d'ailleurs je vous le dis les amis, petite parenthèse sur le français, profil de joueur d'intensité, de course, verticalité, et lui, il a une faculté à prendre le ballon et à être très très fort, très impactant sur les courses progressives. C'est quelqu'un qui prend le ballon dans le tiers du milieu de terrain, dans le rond central, et sur 10, 15, 20, 30 mètres, il peut te casser une ligne, passer à la course 1, 2 joueurs, c'est pas pour lui une difficulté folle, il sait le faire, il peut le faire. Maintenant, il a un grand défaut, c'est qu'il est un petit peu tête baissée, c'est l'un de ses axes de progression majeurs, en tout cas pour moi, Andy Diouf, mais il a un profil qui est intéressant, et je ne serais pas étonné qu'un club ambitieux de Ligue 1, durant l'été, se dise, Andy Diouf à 10, 15 millions d'euros, c'est pas un coût déconnant, et pour une équipe comme l'OL qui veut un milieu de terrain plus dans l'intensité, la projection, le volume de course, Andy Diouf, c'est pas déconnant du tout. Maintenant, ma compo pour l'OL demain pour défier le Racing Club de Lens de Will Steele, pas de surprise, un 4-2-3-1 classique, même si en vidéo, je l'ai dit à de multiples reprises, il faut assumer la volonté, le déséquilibre, la volonté de jouer offensivement, parce qu'il faut, je l'ai dit aussi il y a 3 jours, il faut, je pense, cartonner le Racing Club de Lens. Alors oui, bien sûr,
Le foot n'est pas une science exacte, on peut très bien demain se planter et faire un match moisi, ça peut se produire. Lens, qui me paraît en roue libre, peut aussi produire un match de gala parce qu'il y a une fin de saison et de potentiels transferts à faire sur les joueurs, c'est possible aussi. On connaît le foot de Ligue 1 et au plus haut niveau, mais pour moi, il faut vraiment qu'on assume ce que l'on est. Donc 4-2-3-1 au cage, Lucas Perry, à droite, le très bon Maitland Nice qui fait des matchs récemment de très grande qualité, une charnière qui ne bouge pas, Mata plus Nakate, à gauche Tagliafico qui pour moi est tellement important dans ce schéma un petit peu hybride, très liquide de l'OL 4-2-3-1, qui est presque un 3-4-2-1 avec ballon. Devant, donc deux milieux de terrain, un pivot double qui devrait être logiquement Matic, et là je fais reculer Tolisso qui aura toute l'attitude pour se projeter vers l'avant et créer balle au pied de vraies différences dans la projection. Devant lui, 3 joueurs à vocation offensive, à gauche Fofana qui est tellement important pour le rapport en 1 contre 1, le déséquilibre, faire mal, notamment parce qu'il faudra le faire aussi à Aguilar, et imposer ce rapport de force sur les côtés. On le sait, je vous l'ai dit, Lens 3-4-2-1, jeu de côté qui est tellement pour eux important, il faut leur imposer ce rapport de force. Si malheureusement on recule, on subit trop, on va prendre 1, 2, 3, 4 centres. Lens adore ça, Lens va exagérer sur le jeu de côté, les centres, l'apport des pistons. Ça on le sait, je pense que le staff l'a vu comme moi durant les matchs, Lens adore ça, un jeu très direct où en gros pas de questions à se poser, si on le peut. Aguilar trouvera dans la boîte quelqu'un, Machado pareil, ils aiment ça, ils veulent imposer une densité sur les côtés pour créer des centres à gogo et faire mal sur le jeu de tête de Koyalipou ou Mbala Zola. Je reviens à la compo, numéro 10, enfin en tout cas 8 offensif, axial Almada, demi-espace droit Cherki qui va donc se réaxer avec ballon et devenir quasiment le second numéro 10 qui va épauler en pointe, logiquement Georges Mikotadze. Voilà en gros mon 11 pour défier demain le Racing Club de Lens de Will Steele. Mon prono il est simple, je pense que l'OL va gagner et je vois un 4-1 face à un club de Lens qui est un petit peu en décomposition, avec un Will Steele qui a littéralement fracassé ses joueurs après le match contre Auxerre, la déconvenue 4-0 à Bollaert. Ambiance côté lensois. Donc pour moi demain, match pour l'OL qui devrait logiquement bien se goupiller, et donc victoire de l'OL 4-1. C'est en tout cas mon prono pour demain. Et pour finir les gones, petit coup de gueule sur l'actu extra-foot de l'OL, parce que encore une fois, l'OL étant un club relativement instable, j'ai lu l'équipe comme vous, je l'imagine, hier soir. L'information qui est tombée, c'est que Laurent Prudhomme, l'actuel directeur général de l'ex-OL Group, maintenant qui est Eagle Football Group, Laurent Prudhomme doit, a priori, d'ici les prochains jours, quitter ses fonctions. Et si je me fie même à ce que dit dans l'équipe Régis Dupont et Hugo Guillemet, je prends le verbatim de l'article, les deux expliquent clairement, je lis ce qu'ils ont écrit. Donc Textor doit aussi solder plusieurs décisions managériales, licenciement de Pierre Sage en janvier, et de Laurent Prudhomme, le directeur général, en avril, qui vont gréver les comptes de plusieurs millions d'euros supplémentaires. Donc selon l'équipe, Laurent Prudhomme a été démis de ses fonctions. Voilà, c'est dit clairement. Pour tout vous dire, j'ai eu quelques échos qui me l'ont confirmé aussi, il y a maintenant quelques jours. Textor a indiqué à Laurent Prudhomme la sortie, notamment après le match contre Manchester, qui a été, on peut le dire, une soirée compliquée pour beaucoup de monde. Il a pris un peu trop de place au rayon sportif, ça lui a été reproché. Moi, ça me paraît un argument pas forcément recevable, parce que je l'ai dit à plusieurs reprises, cet OL-là n'est pas incarné sportivement, donc c'est pas non plus déconnant que le directeur général veuille prendre de la place pour combler un trou qui est immense d'un point de vue sportif, pour incarner le projet sportif. Donc ça, c'est ce qui a été reproché à Laurent Prudhomme. Il y a aussi eu le deal avec le contrat de sponsoring du Congo. Ça, je suis prêt à l'entendre. On peut l'imaginer, pourquoi pas, si on se fie aux différents articles de l'équipe et autres. Mais il y a un point qui m'interpelle beaucoup, c'est que, bizarrement, encore une fois, on a une fâcheuse tendance à l'OL à trouver des boucs émissaires. Quand ça ne va pas, quand il y a une réalité sportive ou économique qui est moins bonne que ce qu'elle ne devrait être, bizarrement, on trouve un bouc émissaire. On a eu David Friot, bon, là encore des motifs recevables. On a eu aussi l'ex-DG de l'OL, Santiago Cucci, qui s'y est vu aussi remercié après quelques mois donc à la tête de l'OL. Et là, on a donc Laurent Prudhomme, à qui on reproche des motifs plus ou moins recevables, je dirais, même si, oui, effectivement,
On peut se dire qu'il y a eu beaucoup de com de sa part, des selfies, des tweets. Peut-être qu'il aurait dû faire différemment, peut-être qu'il aurait dû se retenir et ne pas outrepasser son rôle de simple directeur général purement financier administratif. Ça d'accord, je peux l'entendre. Je rappelle qu'on a un club qui depuis le 15 novembre 2024 est sous contrainte, sous menace, sous sanction DNCG, parmi lesquels notamment une relégation à titre conservatoire. Donc tout ça, c'est encore en cours, il n'y a pas eu d'avancée notable, et John Textor et Eagle avaient formulé un plan de sauvetage du patient olympique lyonnais, parmi lesquels 3-4 grands leviers. Il y avait la vente des titres de Crystal Palace qui aurait dû, en théorie, rapporter à l'OL, dans les caisses de l'OL, environ 40 millions d'euros. Bon, jusque-là, il n'y a rien, toujours rien. Il y avait aussi les ventes de joueurs. L'OL a vendu quelques-uns de ses joueurs durant l'hiver pour environ 50 et quelques millions d'euros. Très bien, pas de souci. Et on parlait aussi de l'entrée en bourse sur les marchés financiers américains, l'IPO, sur le New York Stock Exchange. Jusque-là, toujours rien. Il n'y a quasiment aucun des 3-4 grands axes que Textor a suggéré présentés à la DNCG qui se sont réalisés. Donc là encore, je m'interroge, est-ce que Laurent Prudhomme ne serait pas le bouc émissaire, l'énième bouc émissaire pour camoufler en fait une réalité économique, sportive qui en tout point déconne complet? Parce que oui, entre-temps, on a appris, comme c'est bizarre, tiens, comme c'est bizarre, on a appris que l'OL n'avait pas présenté en temps et en heure son dossier pour obtenir une licence européenne. Je vous lis quelques lignes de l'article rédigé conjointement par Régis Dupont et Hugo Guillemet. Donc ces dernières semaines, la 3F a sensibilisé des clubs français, écoutez bien les gones, pas forcément concernés par la lutte pour les places européennes, à l'éventualité qu'il remplace au pied levé une équipe défaillante. La raison ? L'Olympique lyonnais n'a pas transmis en temps et en heure le dossier requis pour obtenir la licence permettant de participer à la Ligue des Champions. Que Laurent Prudhomme ait des torts, je suis prêt à l'entendre, qu'il n'ait pas tout réussi, évidemment, qu'il n'ait pas bien incarné la fonction, je peux l'entendre, qu'il n'ait pas été the right man at the right place, en anglais si pourri, je peux aussi l'entendre. Mais c'est quand même facile. C'est quand même sacrément facile. Et on voit qu'il y a un petit manège qui, une énième fois, se met en place avec littéralement des relais de communication de Textor qui vont faire entendre au plus grand nombre, au grand public, les différents éléments de langage qui tendent à mettre à charge tout sur le dos de Laurent Prudhomme. Ça me démange vraiment de vous dire des choses, mais je peux pas, parce que je peux pas tout dire. Mais ce monde du foot est tellement un monde qui est dégueulasse, quoi. C'est crade, c'est crade. Que Prudhomme ait des torts, ok, pas de souci. Mais comme ça, tout lui imputer, c'est franchement crasseux, c'est dégueulasse. Parce que si l'OL va mal, c'est pas la faute de Laurent Prudhomme. Ça fait 2 ans passés que c'est comme ça. Ça fait 2 ans qu'on a un plan qui doit, en théorie, redresser l'OL, d'un point de vue économique et financier, et qui ne marche pas, qui ne voit pas le jour. Est-ce que c'est Laurent Prudhomme le fautif ? Je ne pense pas. Est-ce que les coupables sont ailleurs ? Je pense que oui. Et est-ce que dans la sphère OL, il y a des gens qui tirent les ficelles pour, comme ça, influencer, instaurer des rapports de force ? Bien sûr que oui. Et en interne, peut-être qu'il y a des gens qui, à leur niveau, ont tenté d'instaurer ce rapport de force avec Laurent Prudhomme pour le déstabiliser, le mettre à défaut, et peut-être aussi les conduire. Voilà, ça il faut le dire. On a un club qui, je pense sincèrement les amis, est gangréné de l'intérieur. C'est en tout cas ce que je perçois, ce qu'on peut me dire. Je pense que tant qu'on n'aura pas pacifié, clarifié la donne, la hiérarchie au sein du club, on aura tout le temps ces difficultés d'incarnation du projet, de leadership et de hiérarchie. C'est tellement important, Laurent Prudhomme ou pas, on s'en fout, c'est pas la question, c'est ni plus ni moins qu'un pion de passage dans le paysage olympique lyonnais, ni plus ni moins. Ce qui compte, c'est comment on fait, avec qui et quels moyens. Et à ce niveau-là, c'est le flou complet. Encore une fois, malheureusement pour l'OL, et au final, qui trinque, qui paie l'addition, c'est le club, c'est l'OL, c'est le sportif, et c'est aussi nous, supporters, qui sommes là à constater un club qui est en tout point bancal. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre point de vue sur la question. Sur ce les gones, ciao ciao, allez l'OL, bon match à vous demain, et on se retrouve pour le débrief entre l'Olympique Lyonnais et le Racing Club de Lens. Ciao ciao.